Bonjour à tous, vous faites bien de préférer l'actualité sur Eden TV. Voici le sommaire. Examen et adoption du projet de loi portant création des chambres d'agriculture, vote de la clé de répartition des représentants des députés dans le Conseil d'orientation et de supervision, c'est assuré dans ce journal. Et puis, la fermeture des universités ou centres de formation privés des agents de santé sur toute l'étendue du territoire national et l'annulation du concours frauduleux au profit du ministère des Finances, ce sont là quelques décisions du Conseil des ministres. Sur le plan africain, nous parlerons bien évidemment du Soudan, le Soudan du Sud qui fête les 5 ans de son indépendance malgré la crise et la pénurie alimentaire. Voilà pour les titres. Bienvenue. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de préférer l'actualité sur Eden TV. Il était en examen au Parlement depuis mardi dernier. Il s'agit du projet de loi portant création des chambres d'agriculture et les débats autour de ce projet de loi ont pris fin ce 7 juillet et ont abouti à son adoption, suivant à présent les précisions de 2 députés membres de la commission. Chapitre 1er des dispositions générales. Article 1er. Il est créé en République du Bénin des chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture sont des établissements publics à caractère professionnel, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Les chambres d'agriculture comprennent les chambres départementales et la Chambre nationale d'agriculture. Il est créé autant de chambres départementales d'agriculture que de départements. Toutefois, plusieurs départements peuvent se mettre ensemble pour créer des chambres interdépartementales. Le siège des chambres départementales d'agriculture est fixé au chef-lieu des départements. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire du département sur décision de l'Assemblée générale consulaire. Le bas peuple producteur est membre des chambres d'agriculture. Mais je crains, comme mes collègues l'ont dit, que nous mettions en place encore une machine administrative qui va plomber les ailes de notre agriculture. Généralement, ceux qui se battent pour prendre la tête de ces structures ne sont pas des acteurs. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là, cette fois-ci. Nous ne voulons plus les mêmes intrigues que nous avons connues au niveau des chambres, de notre chambre de commerce et d'industrie. Il faut que nos chambres d'agriculture soient des instruments de développement. Il ne faut pas qu'on aille créer des bureaux où des gens vont commencer par s'installer en fonctionnaire, voyager, toucher des primes, et ce sera ça l'essentiel des chambres d'agriculture, ça ne servira à rien. La loi portant création des chambres d'agriculture en République du Bénin est adoptée par l'Assemblée nationale à l'unanimité des députés présents ou représentés. Restons toujours au Parlement pour dire que la plénière de ce jeudi a permis aux députés de voter la clé de répartition pour la désignation de leurs représentants au Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, Corse-LEPI. En témoigne ici l'honorable Orden Aladati, membre de la Commission des lois. Conformément à l'article 220 de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral, les groupes parlementaires de la majorité parlementaire et ceux de l'opposition parlementaire se concerteront pour pourvoir aux postes qui leur reviennent, soit 9 des 11 membres du COS. À cet effet, la majorité parlementaire désignera 5 députés et l'opposition parlementaire 4 députés. Mais dans l'état actuel de la configuration politique de l'Assemblée nationale, il a été difficile pour la Commission de préciser les groupes parlementaires qui sont de la majorité parlementaire et ce qui relève de l'opposition parlementaire. Au terme des discussions, la Commission a retenu à l'unanimité que la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein du CORS et des CCA se fasse sur la base de la configuration politique, majorité parlementaire et opposition parlementaire, telle qu'elle était à l'occasion de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Ces différends
Groupe parlementaire replacé dans le contexte de l'élection du président de l'Assemblée nationale se présente comme l'indique le tableau suivant. Groupe parlementaire de la majorité. Union vers la nation, 13 députés. PRD, 10 députés. Union Paix et démocratie, 10 députés. Nation, unité et développement, 9 députés, soit un total de 42 députés. Groupe parlementaire de l'opposition. Bénin uni et solidaire, 11 députés. République et unité nationale, 10 députés. République et solidarité nationale, 10 députés. Et non inscrits, 10 députés, soit 41 députés. Au chapitre justice, les acteurs de la justice béninoise, les personnalités politiques, les partenaires techniques et financiers en commun accord avec le garde des Sceaux, Maître Joseph Diogbenou, ont procédé ce vendredi à la Cour d'appel de Cotonou à l'ouverture de la revue sectorielle du ministère de la Justice. Cette revue est axée sur les résultats de l'année 2016. Quelques précisions. Cette revue sectorielle est un rendez-vous important de concertation entre les autorités béninoises et les partenaires techniques et financiers investis aux côtés du Bénin dans le renforcement de son système judiciaire. La présence de leurs représentants venus nombreux à cette réunion illustre cette volonté de vous accompagner par un dialogue constructif et en parfaite synergie avec vos stratégies de réforme. Je note avec satisfaction la constitution prochaine du cadre institutionnel, en particulier son comité de pilotage et le secrétariat technique, qui pourra concrétiser ce démarrage effectif du programme. Je souhaite, au nom de tous les partenaires techniques et financiers, qu'une prise de contact soit organisée dans de courts délais avec les responsables afin d'établir avec chaque bailleur les priorités en matière de coopération. Nous considérons que le premier mot est renforcement, que le second mot est réforme. De renforcer le personnel dont nous disposons dans nos cours d'appel et dans nos tribunaux. De procéder au recrutement attendu, non pas seulement de magistrats, mais encore de greffiers, mais encore de personnel administratif, mais encore d'huissiers, mais encore de notaires. Nous ferons en sorte, dans les débats qui s'ouvriront sur le destin des réformes que le président de la République a souhaité, que la Haute Cour de justice puisse servir d'instrument efficace et d'instrument efficient de lutte contre l'impunité. Et c'est sur ces mots que je voudrais souhaiter plein succès aux travaux qui sont les nôtres, la revue du secteur de la justice. Et je souhaite que les solutions les plus rigoureuses soient tirées. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi en présence du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. On retient, entre autres sujets abordés, l'étude de 2 dossiers liés au secteur de la santé, la fermeture des universités ou centres de formation privés d'agents de santé sur toute l'étendue du territoire national. La commission de vérification des concours frauduleux d'agents permanents de l'État au profit du ministère des Finances a également fait un compte rendu de ces travaux. Voici maintenant un extrait du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire, de la santé et de l'agriculture ont été instruits par le Conseil au fin de procéder à un inventaire exhaustif des centres de formation privés dans le domaine de la santé. Ils devront également prendre les dispositions nécessaires pour la fermeture des établissements privés de formation d'agents de santé sur toute l'étendue du territoire national dans le strict respect des tests en vigueur. Le rapport de la commission de vérification de la régularité des concours directs de recrutement d'agents de l'État organisés au titre de l'année 2015 au profit de l'administration centrale des finances, des régies financières et d'autres corps de l'État. Ce rapport a été présenté au Conseil. Rappelez-vous que cette commission de vérification a été mise en place le 3 mai 2016
pour vérifier les conditions dans lesquelles les concours directs ont été organisés en 2015. Au terme des travaux de la première phase concernant le ministère de l'Économie et des Finances, la Commission a décelé de nombreux cas de violation des lois et tests en vigueur en de très nombreux articles. Par ailleurs, des actes administratifs dépourvus d'existence légale ont été pris au cours des différentes phases de l'organisation des concours. Des cas graves de défaillance et d'irrégularité ont été constatés dans l'organisation de ces concours. Les membres de la commission de vérification n'ont pas eu accès à toutes les informations et à tous les documents. Des copies ont disparu, la liste des candidats est introuvable, la liste d'émargement ou les listes d'émargement ont également disparu. Des dossiers des candidats au concours ne sont pas disponibles. C'est en raison de cela que les travaux de la Commission se sont limités, pour ce qui concerne le ministère de l'Économie et des Finances, à un échantillon représentant à peine le tiers des listes d'émargement ou des effectifs. Malgré ces difficultés, le tableau des défaillances et des responsabilités a pu être établi par structure et par personne impliquée. Après avoir pris connaissance de ce constat, le Conseil a pris les 6 décisions ci-après. Premièrement, les concours directs organisés en 2015 au profit du ministère de l'Économie et des Finances sont annulés. Deuxième décision, les concours seront repris et organisés suivant les tests en vigueur et en relation avec la direction de l'Office du bac et la direction des examens et concours. Troisième décision, les candidats qui ont participé à des fraudes seront exclus de la liste des candidats au concours. Quatrième décision, les candidats admis à concourir sont exemptés de nouveaux droits d'inscription. Cinquièmement, les agents de l'État responsables des 23 défaillances et irrégularités relevées dans l'organisation des concours incriminés sont déchargés de leurs fonctions. Et enfin, sixième décision, les procédures disciplinaires à l'encontre des mises en cause seront engagées, de même que les procédures judiciaires. Au chapitre médias maintenant, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a organisé ce jeudi matin une séance d'échange avec les professionnels des médias à la Maison des médias Thomas Meniansan de Cotonou. Objectif, sensibiliser ces derniers sur le respect des tests qui réglementent la publicité en matière de pharmacopée et de médecine traditionnelle au Bénin. C'est le conseiller de la HAC, Pascal Zantou, qui a conduit la délégation de son institution pour le compte de la ville de Cotonou. Reportage. Sensibiliser les professionnels des médias sur les tests qui réglementent la publicité en matière de pharmacopée et de médecine traditionnelle au Bénin. Tel est l'objectif de cette rencontre entre cette délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et les responsables des médias basés dans le littoral. Mais avant cette séance de Cotonou, d'autres villes ont été déjà parcourues. Il s'agit d'Alada, Lokossa, Natitengu, Parakou, Kandi et Djougou. Pascal Zantou, conseiller à la HAC et chef de cette délégation, donne ici quelques raisons qui expliquent cette initiative de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Certaines publicités donnent froid au dos et interpellent tout le monde. La HAC au premier chef, mais vous aussi, et quelque part le gouvernement aussi. Nous nous déplaçons parce que
ce secteur est réglementé. Aussi bien le Code de l'information et de la communication que des dispositions réglementaires régissent ce secteur-là. Et il est important que de temps en temps nous le rappelions afin de pouvoir les respecter, ces dispositions légales et réglementaires qui existent dans notre pays. Selon Christelle Bouty, chef des services juridiques à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, cela fait déjà 20 ans que dure cette pratique qui conduit à la consommation anarchique des produits de la pharmacopée qui ne sont pas sans conséquences sur le plan sanitaire, économique et social. Et pourtant, il existe bien un cadre juridique en la matière. On peut citer 3 tests. Il y a l'arrêt interministériel en date du 3 novembre 2004 portant réglementation de la publicité en matière de pharmacopée de la médecine traditionnelle. Cet arrêté précise en son article 3 que sont autorisés à faire objet de publicité les médicaments traditionnels qui ont été enregistrés au niveau de la direction en charge de la pharmacopée et dont l'efficacité thérapeutique a été certifiée par la structure habilitée à recevoir l'enregistrement. Il y a la décision 09-073/AC du 23 décembre 2009 portant réglementation de la publicité en matière de médicaments, de pharmacopée, de médecine traditionnelle. Nous avons enfin la loi numéro 2015-07 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin. C'est le texte majeur qui régit la publicité dans notre pays. Et ces dispositions sont plus éloquentes sur la question. Pour le moment, il s'agit de sensibiliser les responsables et professionnels des médias. Cependant, l'ARAC tient à rappeler qu'après cette phase de sensibilisation, elle procédera à la sanction des violateurs des différents textes sus-énumérés. Aussi, les manquements de la loi sont-ils passibles de sanctions pénales qui peuvent être prononcées par les tribunaux? Cette sensibilisation de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sur les textes qui réglementent la publicité en matière de pharmacopée et de médecine traditionnelle au Bénin intervient après la décision du Conseil des ministres du 30 juin qui invite les ministres de la Justice, de la Sécurité et de la Communication à veiller à l'application stricte de la réglementation et de soumettre les contrevenants aux sanctions. Politique maintenant, avant de boucler la page nation, le gouvernement de Patrice Talon vient de faire ses 3 premiers mois de gestion du pays. Depuis la prise du pouvoir du nouveau président de la République, plusieurs réformes ont été opérées. Certaines d'entre elles ont reçu un écho favorable, d'autres ont été décriées. À cette étape, quel bilan peut-on faire de la gestion du pouvoir de Patrice Athanase Guillaume Talon? Reportage. Le 6 avril 2016, le président Patrice Talon prêtait serment au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le nouveau départ prenait ainsi son envol. Que retenir alors des 100 premiers jours du gouvernement Talon? Le gouvernement Talon a ouvert des chantiers de réforme. Celle qui lui tenait le plus à cœur, c'est la réforme politique et institutionnelle. Et on a pu remarquer qu'il a mis en place une commission pour l'aider à élaborer un projet de loi à introduire à l'Assemblée nationale. Cette commission, qui n'est qu'un outil d'aide à la décision, a rendu son rapport récemment. On a vu que sur d'autres plans, le gouvernement a pris des actes forts. L'interdiction, par exemple, de l'exportation du bois dans notre pays, c'est vrai, ça n'a pas fait que des contents, des heureux, mais c'est une décision très courageuse. Je pense qu'on ne peut que saluer une telle décision. Nous avions désormais les chefs-lieux de nos 12 départements. Il y a là une volonté politique qu'il faut saluer, un courage politique qu'il faudra encourager, qu'il faudra promouvoir dans maints domaines. Il faut aussi remarquer que la suppression de cet impôt diplomatique répond non seulement à la logique d'amaigrissement des dépenses, mais aussi dans le repositionnement qui sera le nôtre et dont lui seul, Patrice Talon, président de la République, chef de la diplomatie béninoise, a intérêt à nous dire où il va. Cependant, dans ce laps de temps, toutes les décisions prises par le gouvernement Talon ne sont pas exemptes de critiques. C'est du moins l'avis de certains journalistes.
des rétropédalages. Vous allez remarquer le ministre de l'Intérieur qui entre-temps avait dit qu'on allait forcer les gens à immatriculer les motos. Tout de suite, on s'est rendu compte que le service qui était en charge de cela n'a pas pu fonctionner comme cela se doit. L'insécurité qui est de plus en plus grandissante. Il faut vraiment relever rapidement ces défis pour assurer le Béninois et les investisseurs qui s'intéressent au Bénin. On ne lui demande pas de faire de la propagande politique, on ne lui demande pas de faire du populisme, mais il faut un minimum de communication. Sur ce plan, je pense que le gouvernement doit revoir sa copie. Sur la question de la dette intérieure, nous avions eu du mal à comprendre la notion conceptuelle du gouvernement de ce que c'est que la dette intérieure. Et voilà que les hauts diplômés ou les hauts dignitaires de la chose économique n'ont pas pu s'entendre sur ce qu'il faut entendre par la dette intérieure, variant de chiffre en chiffre au gré des interventions. Il faut donc dire en conclusion que ce trimestre de gouvernance a été une épreuve pour les Béninois, une épreuve pour les institutions, une épreuve même pour le président de la République qui, pour utiliser une expression en vogue dans le cinéma, est en repérage. Nous espérons qu'il a trouvé déjà ses marques et qu'il pourra donner un élan pour le départ. Patrice Talon a encore 57 mois à passer à la tête du Bénin pour apporter des solutions aux problèmes qui minent le quotidien des Béninois, tels que l'énergie, la faiblesse du pouvoir d'achat. Page Afrique de ce journal, en image tournée du Premier ministre indien en Afrique, Narendra Modi a donné le ton de sa visite qui le conduira également après l'Afrique du Sud en Tanzanie et au Kenya. Sa tournée africaine vise à améliorer les liens entre l'Inde et l'Afrique avec la volonté d'accéder en particulier aux importantes ressources naturelles du continent comme au Mozambique riche d'immenses réserves de gaz. Elle se focalisera aussi notamment sur les hydrocarbures, la sécurité maritime, le commerce, l'agriculture selon les responsables indiens. Toujours sur le continent africain, 5 ans après son indépendance, la situation du Soudan du Sud est toujours très difficile. Un accord de paix au point mort, des hostilités qui perdurent et de graves pénuries alimentaires plombent le pays qui s'est séparé du Soudan en juillet 2011 après 22 ans de guerre civile. Reportage. 5 ans après son indépendance, la situation du Soudan du Sud est toujours difficile. Malgré l'accord de paix signé l'année dernière, la guerre civile continue et de graves pénuries alimentaires plombent le pays. Les habitants espéraient mieux en se séparant du Soudan en juillet 2011. Avec le vote pour l'indépendance en 2011 et la naissance de la plus jeune nation du monde, il y avait un optimisme énorme et de l'espoir. Et maintenant, en 5 ans, la situation est tout aussi mauvaise qu'elle l'était pendant la guerre civile qui a duré 22 ans. C'est très décourageant pour tout le monde. Le président Salva Kiir accuse son ancien vice-président Riek Machar d'avoir tenté de le renverser. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, poussant plus de 2 millions de personnes sur les routes. Un accord de paix a été signé entre les deux parties en août 2015, mais le conflit s'enlise et la situation économique s'est encore détériorée. Le Soudan du Sud a le taux d'inflation le plus élevé dans le monde. Les salaires n'ont pas été payés depuis très longtemps. Et en plus, la population doit gérer un niveau d'insécurité qui ne fait que croître. La population locale est très inquiète pour l'avenir. Depuis la déclaration d'indépendance, on n'a vu aucun changement. Il y a des gros problèmes d'insécurité, les prix au marché sont mauvais. On n'avait pas besoin de cette indépendance. J'aurais aimé qu'on reste un seul pays avec le Soudan. Nous savons que nous sommes confrontés à de nombreux problèmes, mais l'anniversaire de notre indépendance est plus important que tout ça. Ces dernières années, même au plus fort des combats, le gouvernement de Djouba avait toujours maintenu les célébrations de l'indépendance. Mais cette année, il a annoncé leur annulation, officiellement par souci de budget. Mais l'ambiance n'est peut-être tout simplement pas à la fête. À présent, nous sommes en France. Après 15 années passées dans la police, dont les 2 tiers en Seine-Saint-Denis, le lieutenant Olivier Nourec est devenu écrivain. Déjà une trilogie parue pour raconter et dénoncer les déraillements dont s'est écorché vif se veut l'ardent défenseur. Reportage.
enjamber la passerelle qui conduit au palais de justice de Bobigny, puis redescendre vers l'hôtel de police. Ce chemin, le lieutenant Olivier Norek l'a fait pendant des années. Mais depuis 2012, il s'est mis en disponibilité pour écrire des polars, des romans vrais dont la Seine-Saint-Denis est le principal décor. J'écris sur le 93 pour les mêmes raisons que j'ai choisi en tant que policier le 93. C'est-à-dire que quand j'ai terminé mon école de gardien de la paix ou même l'école de lieutenant, quand il a fallu faire un choix, j'ai pas choisi Paris ou la province, j'ai choisi le 93 parce que je savais qu'il y avait du boulot et que je savais que je pouvais être utile. Être utile, c'est le dada de ce Toulousain qui a fait ses débuts dans l'humanitaire en ex-Yougoslavie avant de passer 15 ans dans la police. L'écriture, elle, lui est venue sur le tard, à l'occasion d'un concours de nouvelles sur un site internet féminin que fréquentait son ex. Son texte obtient la 3e place. Lors de la remise de son prix, il est contacté par une chasseuse de talent qui croyait avoir affaire à une femme. Quand elle a appris que non seulement je n'étais pas une femme, mais que j'étais officier de police, que j'avais 40 ans, que j'étais sur le 93 en police judiciaire, bien on a discuté ensemble et elle m'a dit que ce serait quelque chose qui ne serait pas encore vraiment vu, d'avoir quelqu'un d'assez sensible, mais qui raconterait le quotidien des flics en PJ sur le 93. Pour son premier roman, Code 93, le flic devenu écrivain choisit Pantin et son ancien bâtiment des douanes maritimes pour y décrire son premier meurtre. L'immeuble, aujourd'hui en rénovation, est alors désaffecté. Alors mes flics vont arriver à 4h30 du matin et vont découvrir le cadavre d'un géant, un géant black de 150 kg. En plus d'être mort, il est émasculé. Mais c'est un cadavre qui a beaucoup d'humour parce qu'on va le retrouver à la salle d'autopsie et pendant l'autopsie, il va se réveiller pendant sa propre autopsie. Mais au-delà de l'intrigue policière, Olivier Norek se sert de ses livres comme des tribunes pour y dénoncer les dérapages de la Seine-Saint-Denis, collusion entre voyous et élus locaux, faillite du système carcéral ou encore justice indigente. Dans le 93, il y a 10 000 affaires familiales qui sont en attente. Dans le 93, il y a des affaires de viol qui sont jugées 6 ans après les faits. Dans le 93, il y a des villes entières qui n'ont pas de juge pour enfants, alors qu'on sait que notre principale délinquance, c'est une délinquance de mineurs. Le flic écrivain a déjà 3 livres au compteur et a pris goût à sa nouvelle vie. Entre l'écriture de son prochain roman, l'adaptation de ses livres ou la collaboration à la série Engrenage, le lieutenant ne chôme pas. Pour son bonheur ou son malheur, le 9-3 est pour lui une source d'inspiration inépuisable. Ce journal s'en va fini, mais pas avant le sport. La victoire des Bleus en demi-finale de la Coupe d'Europe a suscité la réaction du joueur de basketball français Tony Parker. Il a félicité ce vendredi l'équipe de France de football qui arrive en finale de l'Euro 2016. J'ai vu les highlights, parce que bon, c'était tard, on avait le match, donc aussi moi j'ai dormi pour être sûr qu'on se prépare bien pour la demi-finale contre la Turquie. Mais j'ai vu les highlights et non, je suis très très content pour l'équipe de France, c'est génial. Et voilà, il faut aller au bout maintenant. Donc c'est clair que la finale, par contre, c'est sûr et certain que je vais la regarder. Ouais, sûrement. Et je pense qu'on la regardera peut-être même avec toute l'équipe parce que la compétition sera finie, donc ça sera un peu plus facile à regarder. Certains de nos joueurs communiquent avec certains des footballeurs de l'équipe de France et vice-versa. On avait reçu les encouragements de certains joueurs qui ont regardé notre premier match contre les Philippines mardi. Donc je pense que oui, ça ne peut avoir qu'un effet positif. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV et bon appétit à toutes et à tous.